quand ils ont ouvert son cercueil. Ils ont trouvé des marques de griffes à l'intérieur. C'est l'une des découvertes archéologiques les plus troublantes de l'histoire. Les derniers moments désespérés d'une reine scellée vivante dans sa tombe. Pendant des siècles, son histoire a été effacée des registres. Mais les preuves ont refusé de rester enterrées. Revenons à une époque de torches vacillantes et de froids châteaux de pierre. Nous devons donner un nom à notre reine, sans nom, ne serait-ce que pour notre histoire. Appelons-la Elara. Elle n'était pas née pour être reine. Elle est arrivée à la cour comme dame d'honneur. Ce fut cette vitalité qui attira l'œil du roi. C'était un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Leur mariage fut un événement grandiose, un spectacle de richesse et de pouvoir conçu pour émerveiller le royaume. Mais le palais était une cage dorée, et elle en était le plus bel oiseau. Mais les mois se transformèrent en années, et la chambre royale resta vide. Elara se retrouva de plus en plus isolée, un bel ornement prenant la poussière. Elle avait le titre de reine, mais elle ne possédait aucun pouvoir réel. Les murmures suivent la reine Elara comme une ombre. Ils commencent dans les cuisines, parmi les plongeuses. Bientôt, ils sont répétés par les seigneurs dans les chambres du conseil et les dames dans les cercles de couture. Le frère cadet du roi, le duc, était un homme rongé par l'ambition. Ils se rassemblaient dans des pièces sombres, leurs visages éclairés par une seule bougie, leur voix basse alors qu'ils complotaient. Comment retirer la reine de l'échiquier? Elara n'était pas naïve. Elle sentait le changement. La terre est stérile, murmurait-il, tout comme la reine. Les cieux sont en colère contre le choix de femme du roi. Le piège était en place. Le procès, si tant est qu'on puisse appeler ça un procès, était une farce. C'était une performance pour un public d'un seul, le roi tourmenté. Elara n'était pas présente pour se défendre. Elle n'était même pas au courant de ce qui se passait. Le duc agissait comme procureur en chef, sa voix résonnant d'une fausse piété et d'une préoccupation feinte. Les lettres falsifiées étaient le coup de maître. Écrites sur un parchemin vieilli pour paraître authentique, témoin après témoin fut amené, leur visage caché dans l'ombre. Pour le roi paranoïaque, déjà convaincu de sa culpabilité, ces lettres étaient la preuve finale et irréfutable. Le verdict fut rapide et unanime. Coupable. Le duc proposa la sentence. Sa voix un chuchotement glaçant au milieu de la nuit. Elle devait être enterrée vivante. Pas de sang, pas de spectacle, pas de tombe. Juste le silence. Dans l'obscurité totale, la panique la submerge. Ses ongles raclent frénétiquement la pierre, la peau se déchire, le sang coule. Elle gratte, encore et encore, cherchant une fissure, une échappatoire, n'importe quoi. Ses doigts saignent, ses ongles se brisent, mais elle refuse d'abandonner. Chaque griffure est un cri muet, une lutte désespérée contre la tombe qui se referme sur elle. Elle veut laisser une trace, une preuve de sa terreur et de sa rage. Dans la pierre froide, elle grave son histoire, espérant qu'un jour, quelqu'un comprendra l'horreur de ses derniers instants. Des siècles passent, le royaume tombe, le château tombe en ruine. Son histoire est complètement effacée. Il n'y a aucune trace d'une reine Elara, mais la pierre se souvient de ce que le papier oublie. Des archéologues cartographiant les fondations de l'ancien château détectent une anomalie avec un radar de pénétration de sol. Un vide sous la terre où aucun vide ne devrait être. Ils découvrent les vestiges de l'ancienne chapelle et sous son sol, ils la trouvent. Le sarcophage s'en marque. Ils l'ouvrent, s'attendant à trouver un prêtre de haut rang,
ou un noble mineur. Au lieu de cela, il trouve le squelette d'une femme et la preuve horrible de ses derniers instants. Les marques de griffes sur le couvercle sont la preuve indéniable d'un crime horrible. L'enterrement vivant. L'analyse du squelette révèle qu'elle était une jeune femme, à la fin de la vingtaine. L'analyse isotopique montre qu'elle a grandi dans une autre région. Des traces d'un sédatif extrêmement rare et puissant, un dérivé de la belladone, sont trouvées dans les follicules pileux. Pourtant, le mystère central demeure. Qui était-elle? Les historiens se penchent sur les rares archives de l'époque. Ils trouvent des références au roi Mossad et à son frère ambitieux, mais la reine est un fantôme. Certains chercheurs théorisent qu'elle était une épouse politique, mariée et éliminée si rapidement que son existence fut délibérément omise. Sans nom, elle reste la reine sans nom, un symbole glaçant de la facilité avec laquelle le pouvoir peut effacer une personne de l'histoire. Son anonymat rend son histoire universelle. Elle devient un symbole pour tous ceux dont les voix ont été réduites au silence par le pouvoir. Elle est la victime inconnue, le fil lâche qui, tiré, menace de défaire la tapisserie immaculée de l'histoire officielle. Pensez aux secrets encore enfouis là-bas. Combien d'autres victimes sans nom y a-t-il, leurs histoires enfermées dans des tombes anonymes ou encodées dans l'architecture silencieuse des vieux bâtiments? L'histoire de la reine dans le cercueil de pierre est une puissante invitation à écouter plus attentivement ces murmures. Et ainsi, la prochaine fois que vous traverserez un palais historique ou contemplerez le portrait d'un monarque défunt, ayez une pensée pour la reine Elara. Imaginez les secrets cachés derrière les murs de pierre et sous les sols polis. Demandez-vous quelles histoires n'ont pas été enregistrées, quels crimes ont été étouffés, quels murmures ont été réduits au silence. Son destin reste l'une des conspirations les plus glaçantes de l'histoire, un conte de fées sombres, sans fin, heureuse. Et cela nous rappelle crûment que parfois, les cris les plus terrifiants sont ceux que l'histoire a le plus tenté de faire taire.